Bonjour à toutes et à tous, je suis Laurent Goldstein. Bienvenue sur Humain, le podcast qui nous invite à partager un moment de la vie de personnalités comme vous, comme moi, comme nous. Tous ont accepté de faire un bout de chemin avec moi pour vous partager durant 1 heure leur humanité à travers la singularité de leur parcours et de leur chemin de vie. Bonne écoute! Je suis de nouveau cette semaine à Paris en compagnie de l'acteur Bernard Gabet. Bonjour Bernard. Bonjour Laurent. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation et de nous accorder du temps. Merci aussi à Sophie Loubière que l'on salue, qui nous a mis en relation. Et je sais que c'est quelqu'un que tu apprécies beaucoup. Beaucoup, voilà. Infiniment, et pour son talent et pour la personne qu'elle est à tout niveau. Ouais. Voilà. Et est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases et nous raconter ton parcours et comment tu es devenu l'homme que tu es aujourd'hui ? En quelques phrases. On a le temps. Ça part de rêves d'enfance, de dire des poésies pour les autres en classe, et de sentir que quand on dit du Paul Fort, du Prévert, tous ces poètes que on nous enseignait à l'école, il y avait un moment très spécial, c'était que les élèves savaient que c'était mon moment. Pour le reste, j'étais assez effacé, assez, on va dire, moi je dirais terne. En tout cas, j'avais rien de marquant par rapport à d'autres qui étaétaient bien plus extravertis que moi. Et ce moment d'existence, c'était ça. Et ça, c'était, alors là, une jubilation énorme intérieure de savoir que ce moment, j'étais un peu celui qui pouvait donner quelque chose dans cet espace de poème. Voilà. Donc ça a été quelque chose qui très tôt finalement m'a donné envie d'être dans cette situation-là. Après, j'ai donc décidé très tôt d'être... alors je savais que ce serait sur scène, donc je sais pas si c'était chanteur, si c'était... Je sais pas quelle forme ça allait prendre. Et puis un jour, ça s'est concrétisé. Je faisais évidemment toujours du théâtre au collège et tout ça. Et j'ai pu devenir acteur à la faveur... d'un rendez-vous complètement incroyable qui est lié à la philo, qui est lié à Nietzsche, qui est lié au fait que mon frère fréquentait des cercles de philo et que tout à coup il y avait là un acteur qui l'a invité à son cours de théâtre, et moi j'avais 15 ans et quand mon frère m'a parlé de ça, j'étais comme un fou pour essayer d'y assister, et il m'a permis d'y aller avec lui. Et là je me suis donc retrouvé dans l'endroit qui était pour moi le rêve, c'est-à-dire, je ne savais même pas que ça existait, je connaissais rien. Tout à coup, un cours qui formait des gens qui allaient en faire leur métier, la scène, et il y avait une dizaine de personnes qui étaient là, et des gens qui avaient au moins 10 ans de plus que moi, etc., et qui passaient les uns après les autres des scènes, et moi, à un moment, ils disent: est-ce que quelqu'un veut passer quelque chose? Et je fais, moi, complètement ahurissant, je suis ahuri du culot que j'ai eu encore à 15 ans. Et j'ai donné une fable que j'avais travaillée avec une agrégée de lettres qui était passionnée de littérature et de théâtre, et avec laquelle j'avais aussi fait un peu de théâtre. Et j'ai passé cette fable, et il m'a couvert de compliments, et il s'est souvenu de moi. Et un jour, il donnait des lectures au théâtre de l'Atelier, de pièces de répertoire nouveau qu'il recherchait. C'était bien avant les lectures qu'on a donné plus tard d'auteurs à découvrir. Donc il y a eu plein de pionniers pour ce genre d'initiative, faut le savoir. C'était un de ces pionniers là. Et là, il y avait des assistants d'un cinéaste qui était scénariste à l'origine et qui faisait partie de la bande à Truffaut, qui s'appelait Bernard Revon. Je dis s'appelait parce qu'il est plus de ce monde, malheureusement. Et qui réalisait son premier film et qui cherchait des gamins de 16 ans. Et je n'avais pas tourné un millimètre de pellicule. Je n'avais jamais joué sur scène professionnellement, etc. Et je me suis retrouvé à faire les essais pendant des semaines, puisque c'était le héros de son film, qui s'appelait Bernard.
C'était son propre C'était un rôle principal. C'était le rôle principal. C'était le rôle principal du film. Que tu as 60 eu. jours de tournage, c'était absolument énorme. Et puis, on était 2-3 avec certains autres qui, eux, tournaient beaucoup, étaient très à l'aise. Et à chaque fois, et comme ils cherchaient des jeunes qui... c'est un film qui se passait pendant la guerre de 39-45, Ça, dans un collège à Juilly. Enfin non, ça c'est l'endroit où on a tourné, mais qui était dans Paris, je crois. En tout cas, pour lui, c'était un lieu de liberté et d'excitation, d'éveil sensuel, etc., érotique, etc. Et il trouvait aussi les jeunes qu'il rencontrait un peu modernes, je dirais. Et moi, je suis arrivé, il m'a dit, est-ce que vous avez envie de me dire un texte, quoi? Je lui ai sorti la fable. Donc, personne n'oserait faire ça. Enfin, c'est pour du cinéma, pour un tournage. Et en plus, travailler dans le souci de la langue à l'ancienne et tout. Donc, à la fois, il était éberlué. Et à la fois, j'ai l'impression que c'est dit, mais lui, il est vraiment hors sol, dans une autre époque, quoi. Il y a quelque chose qui... Donc ça collait bien avec le film, en fait. Voilà, ça l'a vraiment intrigué. Il m'a fait revenir. Et un jour, il m'a dit, c'est toi. Et je me suis retrouvé du jour au lendemain avec 60 jours de tournage pour ce beau film qui s'intitulait Les Turlupins et qui a joué beaucoup pour moi parce que il avait écrit son histoire dans ce film. C'était donc complètement autobiographique et ça a imprimé en moi l'idée que tourner avec quelqu'un, c'est tourner avec quelqu'un qui réalise son autobiographie. Et ça, c'est très étrange. Parce que quand on n'a plus ça après, d'une autre manière, c'est pas du tout une histoire de scénario qui doit être autobiographique, mais il y a quelque chose pour moi de la personne, de l'artiste qui réalise, qui a cette dimension-là. Quand Grotowski, par exemple, le grand chercheur de théâtre, exprimait cette idée que quand vous voulez monter une pièce de théâtre, elle doit avoir quelque chose d'essentiel pour vous. Ça fait écho pour moi, ce côté que j'appelle autobiographique, qui était qu'à chaque plan, ça devait être essentiel et c'était de sa vie qu'on parlait. Et de vie à vie, il voulait absolument que je vive ça aussi. Et moi, comme gamin, j'ai enregistré ce cadeau parce que c'est incroyable de recevoir ça très tôt avec... Évidemment, à chaque plan, oui, alors tu comprends, avec moi, je savais à peine ce que c'était, mais Godard fait machin, et Melville fait ça dans tel plan, oui, mais alors tu vois, il y a ça quand il arrive en début de l'autre. Donc c'était le panthéon du cinéma qui était cité en permanence dans chaque plan, avec une culture que ce soit littéraire, cinématographique, à tous les niveaux. Et je disais, mais c'est mon rêve, c'est ça. Voilà. Et puis après, j'ai fait mes études. Alors là, c'était 1980, donc le oui, film les est sorti 80. en 80, vers voilà, les Turlupins. Oui, tout à donc fait. tu as dû tourner vers 79. 70, exactement. J'avais 16 ans. Tu avais 16 ans. Ouais. Comment tu as géré ça, en fait parce que c'est un choc thermique, j'imagine, pour toi. Tu viens de le dire, comment tu l'avais vécu, mais comment tu as géré ça aussi dans ta vie quotidienne? Parce que de passer de ce que tu disais, mon moment, c'était lorsque j'allais au tableau et que je récitais les fables ou qu'il y avait une poésie, c'était mon moment à moi, à te retrouver l'acteur principal d'un film de Bernard Revon. Revon, pardon, excuse-moi. Non. Alors ça, c'est... Je crois que je me rendais pas tout à fait compte de ce que c'était. J'ai pas eu à me poser la question parce que je me posais pas de questions à l'époque. Je fonçais avec mon désir, ce qui est pas mal, je crois, parce que là, quand je me dis mais comment j'ai pu avoir ce culot à l'époque. Rétrospectivement, tu te dis ça. Ah oui, rétrospectivement, tellement j'avais envie, mais je me rendais pas du tout compte de ce que ça pouvait être. Et je me retrouvais et j'étais incapable de faire plein de trucs là. En même temps, j'en étais tellement. On arrivait. Alors, je pouvais faire des choses qui, a priori, on me disait, mais ça, c'est pas facile, où je pouvais exploser en sanglots, ou faire des espèces de diatribes, de grandes envolées de textes, etc., et d'avoir une forme de liberté, mais qui était complètement de l'insouciance, et à la fois des trucs très concrets, pratiques, avec des contraintes techniques. J'en étais incapable, il fallait faire 17 prises. Mais ça a été, alors là, formateur, puisque je me suis rendu compte après, dans tout ce que j'ai fait, que j'avais intégré l'artificiel du déplacement de la position au cinéma pour jouer et être dans cette forme-là. Et ça, c'était un cadeau énorme, mais j'ai bien galéré. Donc ça, c'était quand même très fastidieux. Entre les prises, on jouait au ping-pong, on était des gamins, donc on n'arrêtait pas d'avoir envie de s'éclater. Nous, hein, c'était ça, c'était toute une bande de gamins. Hein, donc c'était ça qui primait.
dirais, dans la réalité de ces 2 mois de tournage quand même. D'accord. Donc, parallèlement à ça, ou après ça, tu vas continuer tes études. Ouais. C'est à ce moment-là que tu t'intéresses au chant, c'est-à-dire parce que je sais que tu as fait des études dans ce domaine. Alors ça, c'est après. En fait, je m'intéressais beaucoup à la musique, j'ai fait du violon alto, et puis c'était pas tout à fait l'instrument qui me correspondait, même si j'aimais beaucoup. Mais ça m'a donné des bases de formation musicale, et ça, c'était très précieux. C'est qu'un jour, quand j'ai commencé à tourner, donc après mon bac, je me suis inscrit pour des études littéraires, etc., à la Sorbonne et tout ça. Et parce que j'aimais beaucoup la littérature et j'avais envie de pousser ça plus loin. Et en fait, il y a eu quelqu'un qui avait vu ce film Les Turlupins qui s'appelait Claude Wolff, qui est un homme exceptionnel qui allait tout voir. Et il se trouve que cet homme m'avait apprécié dans ce film Les Turlupins, qui m'a jamais oublié et qui me rappelle des années après et qui parle de moi à des réalisateurs. Et je me retrouve après le bac donc à tourner. Alors là, tout à coup, c'était le panthéon du cinéma. Je me retrouve dans Le Maupassant. Donc ça rejoignait mes rêves littéraires avec pour maman Simone Signoret. Donc là, on se pince, on se dit c'est absolument une distribution de folie. Après, je me trouve engagé dans la foulée au théâtre grâce à Claude Wolff qui me met en contact, homme vraiment que j'adorais, qui tenait un bureau qui s'appelait le fichier électronique du spectacle, où il avait un bureau de casting, en fait, qu'on pouvait consulter gratuitement. C'est-à-dire que tous les gens de toute tendance, j'allais dire, que ce soit auteur, que ce soit, entre guillemets, boulevard, ou que ce soit commercial ou pas, venaient, ou toute petite production, venait le voir, et il recevait chaque personne avec le même professionnalisme et la même générosité. C'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Et je lui dois beaucoup, en fait, puisque c'est lui qui m'a, fait rencontrer ces gens. Donc Michel Drac m'a engagé pour Ce Maupassant. Je suis engagé après au théâtre. Alors ils avaient choisi quelqu'un d'autre pour une pièce qui s'intitulait Princesse Baraka, donc avec Alice Sapritch, à l'époque Raymond Pellegrin, etc. Oui. Et toute une bande de joyeux Dry, comédiens que j'aimais beaucoup, qui était l'adaptation de L'Argent de la Vieille. Et donc tout le monde était dans cette farce, c'était Robert Thomas, donc c'était pas dans la dentelle, c'était quand même du gros comique, on va dire, à l'époque. Moi, je me rendais pas compte, j'étais très content d'être là, fou de joie d'être au théâtre. Oui. Avec des monstres sacrés comme ça. Et puis avec des gens, et puis qui m'accueillaient. Je parle de tous les autres comédiens, qui étaient vraiment, Marion Gamme, tout ça, sont des gens qui ont été, mais plus qu'adorables avec moi. Ils m'ont vraiment pris sous leur aile. Ils étaient, en plus j'étais carrément son fils, et puis j'étais leur compagnon de famille. C'était une famille qui était reconstituée. Et là, moi, je jouais le seul personnage qui, dans le film de Comencini avec Bette Davis, est tenu par une petite fille. Il en avait fait un jeune garçon, plus ou moins ado, puisque je faisais plutôt très jeune. Et c'était le seul personnage un peu grave de la pièce. Et ce qui est dingue, c'est que le metteur en scène que je ne citerai pas, mais qui était pas très sympathique avec moi, je comprenais pas très bien pourquoi, me disait toujours t'es triste. Bon, moi j'essayais de faire ce que je pouvais, mais il me disait pas pourquoi. Donc c'était juste des jugements un peu violents et désagréables, et alors que les gens étaient très enthousiastes. Alors je savais pas quoi faire de ce qu'ils me disaient. Et puis tout à coup vient un metteur en scène qui avait l'esprit très ouvert, parce qu'il préparait carrément les beaux quartiers d'Aragon, donc on peut pas franchement dire, pour TF1. Alors là, attention, il y en a beaucoup qui étaient peut-être pas nés, je vous parle d'un temps que les gens de 20 ans ne peuvent pas connaître, puisque c'était à l'époque où TF1 était public. Oui. Donc c'est pour vous dire, hein, première chaîne. Donc ça, c'est quand même dingue. Et là, je me dis, alors il vient voir. Donc, il a déjà la curiosité d'aller... Là, tu commences à travailler pour la télé à ce moment-là. Hein. Ça allait être la première. J'avais fait une petite intervention dans Joël Mazar. Oui. Et là, c'est drôle pour le clin d'œil avec une comédienne avec laquelle j'avais mes scènes, qui s'appelle Marilyn Canto, qui a fait beaucoup de choses, et que je viens de retrouver. Là, c'est drôle. 40 ans après, dans la jolie série Petit meurtre Agatha Christie, réalisée là
pour le coup, comme les réalisateurs tournent, par Émilie Deleuze, ça c'est merveilleux. Et donc elle était ma femme 40 ans après, donc c'est complètement dingue. Donc voilà, ça c'est la parenthèse. Mais donc c'était mes premières télé. Et là, ce réalisateur qui avait l'esprit ouvert, parce que vraiment ils allaient tout voir, c'est ça qui est assez étonnant, quoi. Il est pas allé, pour Aragon on se dit c'est le répertoire, c'est le patrimoine, donc peut-être voilà, il y a plein d'acteurs formidables dans le public. Ben non, il est venu dans le privé et même sur le boulevard voir cette pièce. Il me convoque pour faire des essais et il me fait faire des essais sur le misanthrope pour travailler ce personnage et il me confie le rôle principal, où on était 2 acteurs. Et là, en fait, avant de le savoir, je lis le roman d'Aragon, Les Beaux Quartiers, qui narre un peu comme un roman balsacien, le trajet de 2 frères qui sont comme les 2 faces d'une pièce. L'un qui est très arriviste, un Rastignac, et qui est prêt à tout pour réussir, et l'autre qui va devenir syndicaliste, etc. Et c'était le personnage dans lequel il m'avait envisagé. Et je lis le roman, et c'est une telle splendeur, je m'en souviens très bien. Je me dis, là, je faisais mes études aussi, en journée, j'allais à la Sorbonne, etc. Je me disais, j'adorais ça, enfin, la littérature. Je me dis, mais si jamais je fais ça, je veux bien arrêter. Je peux pas rêver de quelque chose. Un meilleur rôle, en fait, c'est ça. Je peux pas rêver d'un rôle aussi magnifique, je peux pas rêver d'un texte aussi splendide, je peux pas rêver de... Et là, il me choisit, donc ce qui était dingue, 4 mois de tournage avec les moyens de TF1 à l'époque, c'était énorme. Il y avait une grande manifestation pacifiste de Jaurès avec mes 300 figurants. Il y a des choses mais qui sont quasi impossibles aujourd'hui dans la fiction. Et c'était un privilège énorme, et avec, alors là, des distributions, mes parents, c'était Julien Guillaumard, Lolé Bellon, il y avait dedans Jean-Pierre Aumont, Marine Ablé, moi, des gens que j'ai vus toute mon enfance à la télé. Vraiment, il y a quelque chose qui paraît irréel, hein, quand même. Sauf que j'étais, on va dire, je savourais beaucoup plus, là, le rêve d'être dans quelque chose dont j'avais rêvé. Donc là, j'en savourais chaque seconde. Je me disais, mais c'est vraiment... Et parallèlement, tu continues toujours tes études à la Sorbonne. Oui, encore à jongler, à allier les deux, ça devait pas être simple déjà. Alors non, parce que j'ai pas pu beaucoup y aller et j'ai dû abandonner parce qu'après je travaillais trop. Quand on fait 4 mois de tournage, après c'est pas possible. Donc là, évidemment, j'étais plus. Tu as fait le choix. Donc voilà, et puis les choses se sont enchaînées. Donc là, je dis voilà, mais parce que j'avais besoin moi de me perfectionner, j'avais besoin d'essayer d'avoir une tête bien pleine, en tout cas. Voilà, à la fois de me perfectionner comme acteur, parce qu'il y avait aussi l'idée que j'ai pris des cours après de théâtre, j'ai beaucoup cherché, des stages, toutes sortes de choses, parce qu'à la fois je travaillais, on me demandait beaucoup dans les tournages, je faisais au moins 3 tournages par an, mais je m'estimais pas du tout, comment on va dire, prêt comme acteur. Et j'avais un sentiment, alors imposture, c'est violent, cette espèce d'humilité, de te dire au fond... Bon, j'ai encore du travail. Au regard des monstres sacrés qui t'entouraient, tu parlais tout à l'heure de Signoret, de Guillaumard, enfin, Sapricht, etc. Tu as travaillé avec les plus grands, déjà très rapidement, finalement, très jeune. Ah bah c'était dingue. C'est même la moindre scène, les petites scènes dans les beaux quartiers. Je trouvais qu'une femme qui me fait, disons, vivre ma première expérience d'homme, c'était Bernadette Lafont. Je me retrouve avec des gens, mais incroyables, quoi. Et là-dessus... Alors, ce que j'ai toujours essayé, parce que là, pour en revenir à ces histoires de moments de poésie et d'enfance, les gens me parlaient beaucoup de ça, mais pour moi, c'était la moindre des choses. Ils me parlaient d'une... Alors, ce terme est très galvaudé, mais de sincérité, d'authenticité. On me parlait beaucoup de ça, de quelque chose qui touchait les gens, donc ça, je l'entendais. Je pouvais pas le nommer. Ciné serré, sans miel. Donc j'essayais vraiment de toucher quelque chose, d'exprimer quelque chose que je pouvais pas nommer, mais qui était quelque chose qui vibrait, on va dire, avec le prisme des auteurs, des textes, et que je pouvais librement exprimer, ce qui n'était pas le cas dans ma vie personnelle. Et là, je trouvais un espace de vie
qui était pour moi incroyable, qui était profondément épanouissant. Et en même temps, je me disais, oui, je suis pas comme ces grands acteurs que je vois, effectivement, mais j'en croisais d'autres, et pas seulement des acteurs comme ça, des acteurs aussi qui faisaient du théâtre. Et moi, j'étais mais fasciné par eux. J'ai travaillé avec des gens qui travaillaient avec Antoine Vitesse, qui était immense metteur en scène. Moi, je les bombardais de questions. Alors, ils venaient 2-3 jours sur les tournages, etc. Moi, j'étais le rôle principal, mais ça voulait rien dire pour moi. Moi, j'étais fasciné par eux, les rôles qu'ils jouaient. Je les questionnais, comment ils faisaient, comment ils travaillaient, comment ça se passait, comment on peut être acteur. Enfin, toutes ces choses m'obsédaient, en fait. Je voulais absolument me perfectionner. Et oui, j'avais des manques parce que je me disais, je ne sais pas me concentrer, je ne sais pas... Bon, alors évidemment, des fois on tombe sur des metteurs en scène, pas des fois, je dis des fois parce que c'est pas si courant, qui vont toucher des points très profonds et qui vous amènent à être dans le meilleur de vous-même. Mais c'est pas si fréquent. Et quand je me suis retrouvé sur des tournages où il n'y avait pas cet aspect-là, alors là, j'étais très malheureux du point de vue du jeu. Et là, je me dis, ça va pas durer. Et en plus, j'avais l'impression de me répéter. C'est-à-dire, je dis, ça, je l'ai déjà fait. Ça, ce registre, on me l'a déjà demandé. Je vais pas faire ça ad vitam aeternam. Donc, j'avais aussi, moi, une peur de lasser, une peur d'user, une espèce de chose que je trouvais, déjà exprimée et que je voulais renouveler. Je le ressentais confusément, c'était évidemment pas, mais je me souviens bien de ce sentiment. C'est pour ça que je cherchais tous et je fais cette immense digression pour répondre à la question du chant. Ouais. C'est que dans ce besoin de perfectionnement, quand j'avais fait les Beaux Quartiers, il y avait un assistant qui est devenu réalisateur, avec lequel j'ai gardé des liens, d'ailleurs, un bon réalisateur qui s'appelle Jean-Marc Seban et qui m'avait dit, mais Bernard, je crois qu'il faut vraiment que tu fasses de la danse et du chant, etc. Parce que moi, pour le théâtre et tout ça, je n'avais pas de ce qui s'appelle de technique. Alors pour le cinéma, pour le, entre guillemets, parler naturaliste ou le jeu naturaliste, ça pouvait, entre guillemets, faire la blague. Mais moi, ça ne me convenait pas et j'étais bien conscient de mes manques. Donc, je me suis engagé là-dedans à fond. J'ai fait, alors, j'ai voulu tenter le conservatoire et les écoles, mais c'était trop tard parce que j'avais déjà beaucoup tourné. J'arrivais à l'âge limite. J'ai eu le premier tour du conservatoire à 23 ans, et le gardien, à l'époque, qui me voit entrer, me dit, mais qu'est-ce que tu viens faire là, toi? C'est pas pour toi, etc. C'était très, rigolo, ça m'avait fait rire, alors que moi j'essayais d'y entrer pourquoi? Parce que je voulais jouer les grands textes, je voulais jouer les grands auteurs de théâtre et je voulais surtout apprendre le métier du théâtre. Voilà, c'est ça que j'avais envie de faire. Donc, il me dit fais ça et j'adorais le chant et donc j'ai commencé à prendre des cours de chant et je me suis rendu compte que petit à petit ça irriguait ma voix à parler. Et là, j'ai rencontré une prof avec le temps extraordinaire, avec laquelle j'ai passé 15 ans, et qui m'a transmis une méthode absolument merveilleuse qui touche à beaucoup de choses, de la respiration évidemment avec le chant, de la posture, de la résonance vocale, de la formation des voyelles. Et tout ça a fait qu'après, on peut jouer au théâtre sans avoir ces voix qui, des fois, moi, me déplaisent, qui sont des voix qui sont forcées, où la personne n'est pas en accord avec elle-même, et c'est des choses qu'on travaille pas assez, vu le nombre de gens que j'ai croisés parfois, et qui n'ont pas eu des formations vocales, on va dire, autour de la souplesse. Et il y a beaucoup de choses en force, en fait. Et moi, j'avais pas du tout envie de ça. C'est à cette époque, tu vas donner des concerts aussi. Tu vas faire des concerts, quelques concerts. Oui, alors ça c'est aussi une autre partie. J'ai effectivement après intégré des chœurs de lyrique, donc de chants sacrés. Donc j'ai alors écumé toutes les églises de Paris avec Haydn, Mozart, Bach, etc. Donc dans des chœurs. J'aimais beaucoup ça et ça m'a aussi donné une oreille pour l'harmonie parce que c'est ce qu'on recommande souvent aux musiciens ou aux chanteurs, on va dire apprentis que j'étais. Parce qu'à un moment, je me suis carrément posé la question, est-ce que je tente pas d'être chanteur lyrique ou voilà. Et puis, donc ça m'a beaucoup formé aussi. J'ai beaucoup aimé ça. Et puis il y a eu ça.
Et bien plus tard, quelque chose qui m'a aussi complètement transformé, avant et après, c'est la rencontre avec Giovanna Marini, qui est une grande dame, qui est une poétesse et qui, elle, a recueilli les chants de la tradition orale en Italie. C'est ça, les chants de l'Italie traditionnelle, en fait. Ouais. Et ça a été un choc pour moi. Un choc absolu, à la faveur d'un stage qui était donné. Donc, ça, moi, j'en ai fait plein, il faut le savoir. Moi, je voulais, donc, puisque j'avais pas pu entrer comme ça, je faisais des stages tous azimuts. Mais j'ai pu rencontrer comme ça des gens extraordinaires. Edith Scobb, qui est partie elle aussi, que j'admirais beaucoup. Fiona Shaw, des gens comme ça. Donc, Gilles Cohen aussi. Oui, avec lequel j'ai fait aussi un stage Tchekhov, etc., metteur en scène. Il y a eu et d'autres, enfin, voilà, de toutes sortes d'apprentissage dont j'avais besoin. Et celui-là en était un qui travaillait sur l'enfance de Blaise Cendrars, qu'il narre dans Bourlinguer, et qui est à Naples. Et elle avait eu Maryse Aubert, la personne qui avait eu l'idée de ce stage, qui avait beaucoup travaillé avec Christian Rist, qui montait beaucoup de textes littéraires, etc. à une époque. Maryse Aubert avait demandé, sollicité Giovanna Marini, qui était vraiment la grande dame de ce domaine, et elle avait accepté. Donc elle avait invité ces chanteuses, et j'ai eu cette chance incroyable pendant 1 mois et demi d'avoir ces chanteuses qui venaient nous transmettre ce répertoire. Et j'ai eu ce choc, en fait, après avoir fait tant d'années de musique savante, de recevoir avec ces chants polyphoniques quelque chose qui vient de beaucoup plus loin encore, et qui est devenu une addiction. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui est à l'intérieur de la tonalité, puisque la musique tempérée, tout ça, c'est postérieur à tous ces chants de berger, à toutes ces mélopées qui partent de toute la Méditerranée, dans l'Orient, de gens qui font une flûte avec des roseaux et qui commencent à chantonner des choses. Et ces sons-là, qui sont devenus des chants et des polyphonies, c'est resté. Ils sont millénaires et c'est incroyable. Et là, moi, je partageais ça évidemment avec les autres. Ça devient complètement incroyable parce que c'est plus du tout des tons comme on connaît. Ce sont des tons comme dans une gamme classique ou même des modes. Pour ceux qui connaissent la musique, ce sont ce que Giovanna nomme des sons choisis. Donc on a l'impression de dire ah ouais, ça change de tonalité, de mode. C'est pas du tout ça. C'est quelque chose qui est beaucoup plus large et qui en fait est une somme de partout. C'est-à-dire que dans les régions de l'Italie, et bon, elle s'est beaucoup centrée sur le sud, mais elle est allée partout, il y a le monde entier qui est là. Il y a les bateaux qui sont arrivés de l'Empire byzantin, de la Grèce, de partout, et tous ces sons. Voilà, moi j'ai fait pendant longtemps, ça m'est resté pendant 10 ans, voilà. Puis après je suis allé vers d'autres voyages avec une femme aussi passionnante qui s'appelle Martina Catella, qui a un centre de la voix qu'elle a nommé les Glottes Trotteurs. Oui, j'ai vu ça. Oui. Avec lesquels j'ai fait beaucoup de concerts. Et là, c'est pas seulement l'Italie, évidemment, elle a des origines. Parmi ses origines, elle a des origines italiennes, mais il y a aussi, elle faisait venir des gens pour que nous, on aille vers la culture de l'autre. Donc, ces passeurs qui, de leur culture, nous invitaient. Alors, des gens, c'était le tango chanté, le chant de cigane, c'était le fado, c'était toutes sortes de choses, moi, que j'ai absolument adoré et qui m'ont nourri. En fait, je suis fait de ça et qui rejoint mes origines judéo-espagnoles. Oui. Puisque moi j'ai été élevé dans la double langue en fait, de cet espagnol. Je disais quand j'étais gamin, mais ça sert à rien, cet espagnol, personne ne le comprend quand je parle avec des espagnols. Ça te permet de jouer en espagnol. Voilà. Et là, tout à coup, un jour, par hasard, je tombe sur une édition bilingue de Cervantes, les nouvelles exemplaires, Las novelas ejemplares, et là, je regarde la page en espagnol et c'était la langue de ma grand-mère. Et là, c'est dingue. Je dis, j'ai ça quand même. Donc ça a été tout ça pour faire le pont avec le tropisme vraiment vers la culture orale et vers les gens ordinaires. Pour moi, au sens noble. C'est ce que
ce que Giovanna évidemment nommait avec 40 guillemets, en évidemment fustigeant cette expression, les invisibles, les anonymes, etc. Mais c'est évidemment pas ça, parce qu'elle a consacré sa vie en quittant après son prix au Conservatoire de Rome, avec Segovia et tout ça, jouant pour les soirées romaines, façon Dolce Vita et tout ça. Ras-le-bol, moi j'ai pas du tout envie de ça. Elle a pris sa camionnette, c'est Pasolini qui lui a dit mais tu connais Bella Ciao? Mais non, c'est quoi monsieur, etc. Et c'est lui qui l'a invité à aller écouter la voix des gens. Et elle dit, c'est tellement plus passionnant, c'est tellement génial, elle est partie avec sa camionnette, enregistrée. Et ça, c'est quelque chose qui me quitte jamais, où que j'aille. Alors surtout dans des endroits de cet ordre, quand on a la chance de voyager, il y a ce côté ethnographique qui me passionne, j'adore. Ça me nourrit en tant que être humain. Alors, tu maîtrises plusieurs langues, tu as aussi tourné en anglais et en espagnol, et à un moment, tu vas arriver dans le doublage. Comment ça se passe? Parce qu'après, il y a une longue histoire d'amour qui va se créer avec Robert Downey Jr., parce que c'est très tôt, dès qu'il débute, tu vas le doubler, et puis vous avez toujours ce chemin faisant ensemble, parce que c'est toujours toi la voix française de Robert Downey Jr. Comment tu arrives dans le doublage? Parce qu'on voit bien ton parcours, et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu passes... tu vas accompagner on va pas tous les citer parce que ta carrière est immense, donc mais tu vas accompagner effectivement un certain nombre. T'es la voix de Kevin Bacon, Antonio Banderas, Andy Garcia, je veux dire, et je te reposerai des questions par rapport à ça, parce que je te l'ai dit tout à l'heure, ça n'a pas manqué de me surprendre, mais on comprend mieux en t'écoutant le pourquoi du comment. Alors à quel moment arrive ce déclic de devenir une voix finalement? Ça fait partie des deux cadeaux. Alors moi, j'ai eu des pères spirituels, donc j'en ai cherché. J'ai eu Bernard Revon, qui est malheureusement parti trop tôt, et que je gardais avec des principes de vie et de comportement d'artiste qu'il avait avec beaucoup d'élégance et d'humour, une manière de transmettre dans ses choix qui m'ont évidemment porté. Il y en a eu un autre, donc je suis heureux de citer parce qu'il est plus de ce monde, et décidément, au bout d'un moment, il y en a plein qui partent, mais c'est André Lambert, qui était cet acteur qui tenait ce cours, et c'est lui donc qui m'avait entendu dans cette fable, c'est lui qui m'avait mis en relation avec ce film dans lequel il jouait les Turlupins, il jouait un maire collabo, plus ou moins, dans le film, je crois carrément même, et lui travaillait avec une maison de doublage qui était à l'époque une maison qui doublait des films exceptionnels, puisqu'ils étaient en relation avec les films de Marine Karmitz. Donc là, c'est le haut du panier des auteurs européens. Entre autres, il n'y avait pas que ça, mais il faisait beaucoup de ces films-là, et lui, il travaillait tout le temps avec eux, et des fois, il lui demandait, des jeunes, puisqu'il savait que cet homme avait un cours d'art dramatique. Et il m'a, avec beaucoup de précautions, m'a dit « Attention, te fais pas prendre, parce qu'il voyait que j'étais tout jeune, et puis moi, ça m'amusait. » Et il m'a emmené un jour, et ils m'ont essayé sur une phrase, et j'en souviendrai toujours, c'était un film de Alberto Sordi, peut-être un de ses premiers films, et je vois débarquer des gens que je connaissais pratiquement pas à l'époque, mais je reconnais un acteur que je voyais beaucoup au théâtre, Pierre Arditi, et des gens comme ça. Mais il est devenu célébrissime après, mais à l'époque, c'est quelqu'un qui jouait tout le temps au théâtre. On parle dans les années 80, début des années 80. Voilà, et qui faisait beaucoup de doublage, etc. Oui, c'est vrai. Et donc, c'est des fétiches, parce que je me suis quand même retrouvé à jouer son serviteur dans le Tartuffe, il n'y a pas longtemps, bien des années après, et à être comme son ombre. Enfin bon, c'était des clins d'œil de la vie assez touchants, je trouve, vibrants, quoi. Donc, je fais cette phrase, et ces gens trouvent que ça... Oh, j'avais une phrase ou deux, quoi. Ils me rappellent pour autre chose, souvent des films italiens d'ailleurs. Et puis, je fais des essais. Après, je fais des essais pour une
super d'aube, je crois, où je suis choisi, donc j'ai le rôle principal. Je le fais, mais ça m'a formé à la technique qui est très difficile. En même temps, un grand, ce qu'on nommait à l'époque un grand de ce secteur, pour vous dire, on lui confiait des films comme Mort à Venise, etc., qui s'appelait Richard Heinz, qui était un homme âgé déjà, me fait faire des essais sur un film encore italien. Décidément, l'Italie joue un grand rôle dans ma vie, avec les chants et avec ça, c'est vrai. Qui s'intitulait, je crois, je sais plus, peut-être Pisso Pisello, un très joli film où c'était pour le héros, un jeune homme, etc. Et on a fait ce film avec beaucoup de temps. À l'époque, il y avait du temps. Il n'y avait pas du tout cette pression. Et là, moi, j'apprenais mon métier. J'apprenais ce métier, mais là, j'y connaissais rien. Je n'avais que ma sincérité et ma spontanéité qui avaient quand même, on va dire, moins de mal à se coller avec le rythme de ce jeune acteur, puisque là, pour le coup, les ados, il y a quelque chose qui était proche de ce personnage et de sa sensibilité, donc heureusement, ça pouvait le faire. Après, c'est beaucoup plus difficile quand on est avec des personnages qui n'ont pas du tout son rythme de jeu, et là, c'est comme de la musique, il faut entrer dans le rythme avec la même, on va dire, intensité d'émotion. Ça, c'est très, très difficile. Et je l'ai appris en ramant, j'ai beaucoup ramé, donc alors comme il me trouvait pas trop mauvais à l'arrivée, on travaillait, et j'étais dirigé. Moi, j'en avais besoin. Et puis là, il me faisait venir de temps en temps, parce que je tournais, je jouais au théâtre, je faisais mes études. Enfin, il n'était pas question pour moi. Mais j'en voyais d'autres qui faisaient que ça, apparemment. Mais moi, je leur disais, mais tu joues dans quoi ? Non, moi, je fais que ça tous les jours. Ça, c'est important, parce que je me suis dit, non, mais moi, je veux pas faire ça tous les jours. Je trouve ça génial, mais je veux jouer. Enfin, j'en ai trop besoin. Puis voilà. Et petit à petit, donc, ils m'ont confié, puis je me suis retrouvé, par exemple, à faire un film de Vajda, qui était très beau, mais dirigé par des gens remarquables, comme Béatrice Delphes, des gens qui écrivent, qui jouaient beaucoup au théâtre, et elle doublait Suzanne Sarandon, etc., un grand parcours d'actrice de grande qualité, une personne que j'estime infiniment. Et voilà, donc quand c'est des gens qui, en plus, étaient comédiennes, donc ils pouvaient me faire travailler. Et moi, c'est ce que je voulais. Et ça, c'est pour dire que d'autres personnes, parfois, m'entendaient sur ces plateaux, me disaient « Ah, mais tiens, donne-moi tes coordonnées », parce que des jeunes, il n'y en avait pas non plus. Puis moi, j'étais peut-être dans une sensibilité qui était un peu différente, très introvertie, bouillonnant à l'intérieur. J'étais pas dans les jeunes à l'aise qui étaient dans plein de séries. Moi, c'était pas du tout ça. Donc ça intéressait peut-être d'autres types de gens. Alors des fois, ils me faisaient venir sur ce qu'on appelait à l'époque des soaps et tout ça. Et moi, je voyais, mais alors là, j'étais à chier, parce que là, c'est-à-dire, ça allait très vite, c'était très mal écrit, c'était pas français, c'était injouable. Tu doublais, tu faisais la version française des soaps, c'est ça? Alors voilà, mais on faisait venir en guest ou quoi, et puis là, je voyais en 2 heures de temps que c'était, mais là, les gens, alors c'était autre chose, c'était une autre manière de faire, vite et mal. Et là, moi, je disais, alors là, moi, je suis nul, là, je peux pas, là, je peux absolument pas faire ça en permanence, au niveau où je suis comme acteur, je vais devenir épouvantable, et j'entendais en fait des choses qui aussi moi me gênaient beaucoup, ce qu'on appelle les défauts du doublage. C'est-à-dire des voix, quand on entend un mauvais doublage, c'est ça. Des gens qui n'ont plus que la technique, et c'est un peu comme les âmes mortes. Il n'y a plus rien dedans. Et moi j'entendais ça, et je disais ça, je veux pas. Donc j'ai fait des choix. Je travaillais beaucoup moins que les autres, mais je faisais que avec les gens entre guillemets que j'aimais. Et ces choix-là m'ont amené à ce que plus tard, je travaille avec des gens qui faisaient des choses de qualité, ce qu'on appelait le 35. C'était très divisé à l'époque, la télé, les soaps et le cinéma. Donc, ça fait que j'ai continué à travailler avec eux, avec plein de films, Woody Allen, tout ça qu'on faisait dans cette faisant les Angelopoulos, les Marine Carmi, James Ivory, tout ça, c'était mais incroyable, le sublime, les vestiges du jour, tout ça, chef-d'œuvre. C'est impressionnant. Bon, voilà tout ça. Et après, c'est grâce à ça, pour répondre aussi à cette question, c'est pas venu au hasard, c'est parce que les gens savaient que je choisissais, que j'avais envie de faire des belles choses, qu'on me donnait donc des rôles qui avaient des choses belles à exprimer, et donc on pensait à moi pour des essais, pour des beaux personnages. Ce qui fait qu'on m'a proposé des essais sur Les Affranchis,
Bon, bah là, Scorsese, c'est le panthéon du cinéma. Quand on apprend que c'est Scorsese qui vous a choisi, là, on se sent plus vraiment sur Terre. Quand on fait des essais pour un acteur que je connaissais pas beaucoup, mais dont on commençait à beaucoup parler, qui s'appelait à l'époque Daniel Day-Lewis. Ouais. Je fais des essais pour la scène de Au nom du père, quand il est dans la cellule et qu'il se retrouve avec son père et qu'il a cette scène de folie où c'est un flot ininterrompu de paroles. Et là, je commençais seulement à être à l'aise avec la technique. Je me suis dit, mais ce serait dingue de faire ça. Et ça, c'est un film qui vaut... Il y a une empreinte, on parlait de l'empreinte, mais profonde. J'étais bouleversé par ce film sur l'Irlande du Nord. Et vraiment, je le recommande chaleureusement. C'est un très grand film qui montre à quel point on a besoin de coupables très vite dans les instances nationales, quand tout à coup il y a des drames atroces tels que celui-là, qui était cette bombe qui avait été posée dans un pub, Guildford, et on voit 4 jeunes qui traînent, et il faut que ce soit eux, et ils sont innocents, et on va les traiter comme des coupables, et ça va être atroce. Et c'est un film exceptionnel, avec des gens, bon, et lui, il est exceptionnel dedans. On m'a été choisi là, je dis, waouh, c'est une chance. Et là, du coup... Entre des choses qu'on me proposait en tournage qui m'intéressaient pas du tout et des choses comme ça commence à devenir compliqué. Et c'est ce qui a fait que parfois je me suis dit bon, il faut pas que ça devienne un piège parce que là je suis en train d'aller dans le noir. C'est ce qu'on t'avait dit. On t'avait dit sois attentif à pas te faire piéger, quoi. En fait, c'est ça, en fait. Attention à pas faire que ça. Ouais, pas faire que ça. Voilà. Ça, j'avais pas envie de prendre l'éthique. J'avais envie de choper une éthique du métier, mais pas prendre l'éthique du doublage, en tout cas. Et là, j'ai perdu le fil. Non, c'est pas grave, on était sur le doublage, comment tu y étais arrivé, tu nous racontais tes essais, tes choix, de vouloir continuer à être comédien au théâtre, faire du cinéma, éventuellement de la télé, donc être comédien à part entière, et pas te laisser enfermer dans le doublage, et on parlait finalement de comment tu étais arrivé à doubler toutes ces grandes voix et ces acteurs finalement avec qu'on connaît tous, voilà, parce qu'on a tous vu que ça soit n'importe quel film, la filmographie et toutes les séries, c'est énorme ce que tu as fait. Alors, c'est ce que je te disais tout à l'heure. En off, je disais, je suis impressionné par cette masse de travail, quoi. Alors, après, moi, je répondais aux demandes qu'on me faisait en me disant, c'est magnifique, tu vas voir, c'est super, c'est pour toi. Bon, quand on vous dit ça, on fait des essais, on y va, évidemment. Donc, déjà, c'est hyper, on en a besoin. Il faut gagner sa vie. On carbure à ça. On est heureux de travailler, heureux d'être désiré, et puis heureux d'être surtout désiré pour de belles choses. Donc, évidemment que j'étais heureux. Alors, ces choix-là, qui ont fait que j'ai beaucoup moins travaillé que d'autres et que je jouais au théâtre, je tenais, j'ai aussi rencontré un auteur exceptionnel, qui est un comédien que j'ai rencontré sur le film Liste Noire avec Annie Girardot. Oui. Que j'étais heureux de rencontrer parce que tu jouais le rôle de David. Oui, c'est ça. Lui, il s'appelle Pascal Tedès et c'est drôle parce qu'Annie Girardot, moi j'allais le voir avec ma mère qui adorait cette actrice. On allait voir le premier jour, le samedi au cinéma, on allait voir Mourir d'aimer, on allait voir les films avec ma maman, moi gamin, qui emmenait voir ses enfants. Il n'était pas question de louper un film avec Annie Girardot. Donc c'est quand même dingue de se retrouver à côté d'elle pour jouer. Ça paraît pas réel quand même tout ça. Hein. C'est assez fou, c'est vertigineux. Et là, donc, je le rencontre lui et je me dis, mais moi je préfère, il me montre ce qu'il écrit, cet auteur Pascal Tedès, qui était donc acteur aussi, et qui jouait de grands auteurs, Claudel, Schiller, Shakespeare, partout, et puis qui me fait lire ce qu'il écrit. Je dis, mais moi j'ai envie de jouer ça. Et donc j'ai aussi pendant des années joué ces pièces, créé ces pièces, alors voilà, sans grands moyens, mais quand même qui recevaient l'aide à la création, donc des instances, des institutions... où il y avait des comités de lecture avec des professionnels de haut vol, hein, qui aimaient beaucoup metteurs en scène ou acteurs qui faisaient partie des comités, ce qu'il écrivait et qui demandaient de l'argent pour lui. On a monté ces pièces pendant des années. Donc moi, c'était très précieux pour moi de garder cette activité-là. Et ces choix-là ont fait qu'après, on me présentait on fait que ça alimentait, voilà, quoi, qu'on me proposait sur ces acteurs.
Donc on m'a proposé de faire des essais sur Daniel Day-Lewis, il y en avait plein qui les passaient aussi, sur Robert Downey Jr. Alors celui c'est arrivé à l'époque où il était totalement inconnu. C'est ça, oui. C'est une belle histoire finalement. Donc cette Maison Record, un de ses premiers films c'était De la neige sur Beverly Hills. Donc je me retrouve à doubler cet acteur. Peut-être qu'il y avait une vague ressemblance, il était brun à l'époque, jeune comme ça, je sais pas sur quoi ça s'est fait. À peu près le même âge en plus. Voilà, à peu près le même âge. Bon, sauf que dans le film, il joue un junkie. Bon, c'était pas ma réalité de l'époque, mais en tout cas, voilà. Et c'était la première rencontre. Après, il a fait d'autres films. Chaplin, ça, c'est pas moi qui l'ai doublé dedans du tout. Et il y a eu d'autres acteurs. Il a fait d'autres choses. Et puis un jour, on m'a proposé de le doubler dans Ali McBeal et dans d'autres films aussi, mais je m'en souviens plus. Et là, c'est un régal. Et ça aussi, dans les choix, par exemple, il y avait des principes comme ça que je m'étais donné. Je dis, je suis pas prêt comme acteur à travailler vite. Je suis pas du tout prêt comme acteur. Je suis pas au point. Tu disais faut pour que les je me perfectionne. Donc les séries, c'est non. Ça va trop vite. Mais t'en as fait quand même. Plus tard. D'accord. En fait, j'en ai refusé pendant des années. Jusqu'à un moment où tout à coup, mais j'en ai fait un tout petit peu, vraiment à dose homéopathique. Je disais, moi je veux pas. Puis en plus, à l'époque, les séries, on les doublait pendant 6, 7 mois, 8 mois. Oui, parce que c'est énorme. Donc moi je voulais pas du tout. Il y avait des occasions de tournage, de pièces. Je veux pas être indisponible et planter les gens qui m'avaient engagé quand même. C'est un engagement. Donc j'en ai fait des séries anglaises où j'avais un personnage comme ça de temps en temps ou des petites choses comme ça, mais c'était très très rare. Après, il y a eu Ali McBeal, et puis après, là, ça s'est très très bien passé, et là, je me suis dit, là, j'ai l'impression que ça peut peut-être le faire, ou j'avais plus du tout le même âge, le l'eau avait coulé sous les ponts, et je m'étais un peu amélioré, peut-être, et du coup, je pouvais être libre, on va dire, dans la technique, et à la fois essayer d'être, proche de cet acteur que j'adorais, déjà, qui n'était pas si connu que ça, mais qui était connu, des pros qui l'adoraient, et puis on me l'a confié dans plein de films d'auteurs, puisqu'il faut savoir que cet homme a eu des périodes difficiles, avant Iron Man, qu'il était donc interdit plus ou moins par les studios sur des listes noires, etc., et que ça a été sa chance, c'est-à-dire qu'il faisait des films exceptionnels d'auteurs. Il a tourné quand même avec Altman, il a tourné des films remarquables, où il est génial, et ça se savait. Il y a même un film, je me demande si c'est vrai ou pas, mais l'anecdote est incroyable, que j'ai doublé, qui je crois, peut-être, je l'espère, sorti en DVD, mais c'est même pas sûr, qui s'intitulait The Singing Detective, qui a été, je crois, tourné dans une pièce, plus ou moins une prison ou une maison de détention où il devait être à un moment, où il y a dedans, je crois que c'est produit par Mel Gibson, je suis même pas sûr, qui est dans le film. Il y a Mel Gibson, il y a Robin Wright, il y a des acteurs exceptionnels qui viennent, et lui, il est dans une piole allongé dans un moment de folie totale qu'il traverse en tant qu'auteur, et il est génial. Pour dire que il y a eu ça aussi, il y a eu Zodiac, il y a même des films où il passait de temps en temps. Il y en a un qui s'intitule Charlie Bartlett, qui est un peu une bluette adolescente sans grand intérêt. Il fait un proviseur de lycée plus ou moins bourré à longueur de temps, etc. Il a une scène à la fin du film, c'est une scène d'anthologie. Mais c'est rare de voir ça, quoi. Et là, quand on a la chance de pouvoir essayer d'être à la hauteur de ça et de le jouer, c'est des cadeaux, quoi. C'est des cadeaux, c'est une intensité, on joue, quoi, tout le temps. Donc c'est vrai que, moi je dis oui. Alors non à certaines choses et oui à ça, ça veut dire qu'il y a lui, après on fait... pareil, toujours sur des essais après tout ça. Hein. Bon, alors après, lui... comme j'avais doublé dans des films après qui ont eu beaucoup de succès, etc. Il y a eu Iron Man, on savait que c'était moi qui le doublais. Alors, t'as fait tous les Iron Man, les et après Avengers. Ça, c'est sûr que là, on va pas changer de voix. Mais sur cette question précise... mais là, quand même, je m'autorise. C'est une question que qui me travaille. C'est je t'ai écouté en préparant cette émission. Je t'ai écouté dans Iron Man et dans Avengers. Je t'écoute sur d'autres films, voire d'autres séries. Tu as même fait des films d'animation. Tu as travaillé pour Disney. Tu as été Bagheera. Et je me dis, mais j'ai l'impression que c'est pas la même voix. Parce que quand tu fais, par exemple, on va dire Tony Stark, parce que c'est pas Robert Downey Jr., Tony Stark dans Iron Man, tu as une voix où tu dis, Jarvis, prépare ça. Et tu as une voix un peu
différente, moins... alors, tu le travailles différemment en fonction du personnage qu'il incarne, c'est-à-dire quand il joue ce mégalomane qui est Tony Stark, tu arrives à rentrer dans ce personnage, parce que quand tu joues, je disais tout à l'heure, quand tu parles comme Jack Swigert dans Apollo 13, parce que Kevin Bacon est aussi un acteur que tu doubles, tu arrives à avoir une intonation particulière en fonction du personnage et de ce qui se passe, de l'environnement. Alors, intonation, je ne sais pas si c'est le mot, parce que je ne saurais pas quel mot trouver pour ça, en tout cas, parce que ce n'est pas extérieur. Ça ne peut pas être purement musical. Et ça, c'est un piège dans lequel beaucoup d'acteurs tombent. On écoute la VO et en fait, on essaie de donner la phrase anglaise qui a des appuis toniques très forts, et c'est un piège. Puisque là, on y perd à tous les coups. D'accord. Il y a une évidence en français qui doit être complètement différente, mais qui doit être très proche et qui doit être... C'est ce qu'on cherche, c'est le Graal. Alors, sur quoi je me base? Déjà, j'essaie de m'imprégner du film, de ce qu'est l'acteur. Lui, il y a une rencontre. Il faut dire que cet acteur, Robert Downey Jr., je ressens complètement ses impulsions. Ça, c'est très mystérieux, mais il y a quelque chose qui me vient, notamment dans Sherlock Holmes, là où je l'adore, je suis complètement fan. Il y a quelque chose qui m'est extrêmement proche, que je ne peux pas expliquer. Je ressens complètement les impulses de jeu. Parce que là c'est la même chose. Dans Sherlock Holmes, on n'a pas l'impression que c'est la même chose que dans Iron Man. Le personnage est très différent, même s'il y a des choses communes. Et là, pour moi, je me base sur ce que je reçois du film. J'essaie de m'imprégner du film, de ce qu'il est, comment il est. Et après avoir tellement voyagé dans le chant, dans la voix, dans les langues, etc., tout ça, il y a peut-être quelque chose que j'aime faire, qui n'est pas obligé. Plein d'acteurs ne font pas ça, mais moi, j'aime ça. C'est une sorte de déplacement technique, je pourrais dire, qui va vers la voix de cet acteur. C'est-à-dire que lui, il a une voix très laryngée. C'est-à-dire qu'il est vraiment il va vraiment baisser très très fort dans les graves. Et son registre de voix, je sais que ça va pas aller dans les aigus. Moi, dans la voix parlée, je vais en avoir des aigus. Et je sais que ça, c'est quelque chose, une fréquence que je dois complètement supprimer. Et je vais être sur une voix limite laryngée, c'est-à-dire vraiment le plus grave possible, sans la truquer. C'est bien ça la difficulté, le défi. C'est-à-dire d'essayer d'être vraiment soi-même dans un registre choisi, que je vais vraiment essayer de trouver pour essayer de me rapprocher de cette chose que j'entends sans limiter, mais qui est une couleur que je sens. Si par exemple, techniquement, je vous donne un exemple complètement inverse. Gary Sinise, par exemple, qui est un acteur que j'ai vu dans La Rançon, pour lequel j'ai fait des essais, première fois. Et dans Les Experts aussi. Et dans Les Experts après. C'est un acteur qui a une voix très nasale. Là, je vais essayer de trouver... Alors là, moi, je peux techniquement le trouver, ça, parce qu'avec le chant, notamment le chant traditionnel, tout à l'heure, on a une espèce de cosmogonie, une carte, on va dire, sonore des régions du monde et des régions où ça résonne dans la tête. Donc, si c'est nasal, ça va se rapprocher par exemple, de l'Italie du Sud. Ça va être des choses où on va pouvoir, d'une certaine manière, toucher quelque chose de cette couleur nasale. Et moi, ça m'amuse de le faire, de le chercher, sans que ça se sente trop. J'essaie de colorer comme ça. Après Carlos Solis dans Desperate Housewives. Oui, on en parlait tout à l'heure. Ouais. C'est encore autre chose. Plaisir, encore autre chose. Là, il y a une espèce de voile. C'est à la fois très proche de moi. Il y a un tempérament. Là, c'est autre chose. C'est les Chicanos. Là, tout à coup, il y a... Ouais, c'est ça. Alors là, les origines espagnoles, elles peuvent revenir, puisque les mots en espagnol ne posent pas trop de problèmes. Il y a ce voile un peu qu'on va essayer d'apporter ou pas, et ce tempérament. Et puis après, tous, il y a quelque chose
Dans la voix, par exemple, je sais pour Viggo Mortensen, qui est un acteur que j'adore. On en parlait tout à l'heure aussi. Il est beaucoup dans la raucité, par exemple. C'est quelqu'un, il y a entre le médium, quelque chose de sa voix. Il va être des fois complètement dans la raucité, dans la gorge, et puis à la fois quelque chose qui est aussi nasal un peu. Bon, bah ça, moi, je peux l'entendre. Il y a une alchimie. Je la contrôle pas toujours. C'est l'oreille qui travaille. Je lui fais confiance. Et puis c'est surtout le jeu, parce que moi, mon job, c'est quand même d'essayer de m'imprégner de ce qu'ils font et de m'en rapprocher. D'accord. Dans ce travail, tu me disais tout à l'heure, en avant-propos, quand on était, avant de s'installer, voilà, tu m'expliquais d'où tu venais, tu avais travaillé ce matin, que tu as été visionner un film sur lequel tu vas travailler. Ça veut dire que ça se passe en plusieurs temps. Tu visionnes d'abord le film, tu t'imprègnes de l'ambiance, c'est ça, et après tu vas commencer à travailler le doublage. C'est comme ça que ça se passe avec, j'imagine, peut-être plusieurs prises aussi. Alors, il y a plein de choses, oui, qui se passent. C'est vrai que là, pour des acteurs comme ça, alors là, lui, Viggo Mortensen, c'est tellement quelqu'un qui construit ses personnages. D'abord, il faut savoir que c'est, pour moi, un parcours remarquable. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne fait pas des films pour faire des films. Ouais. Chaque fois, il y a quelque chose d'important qui se joue à tout niveau, que ce soit Green Book. Quand même, il fallait faire ça dans l'Amérique de Trump. Donc un film pareil, c'est pas rien. Donc c'est un scénario exceptionnel. Et il y va. Il y a pas que ça. Il y a les films de Cronenberg, tout ça. Il plonge dans la complexité, dans les abîmes, dans les tendances les plus noires. Et il ouvre toujours pour moi, la complexité des êtres humains. Et il n'est pas du tout dans des productions où il n'y aura rien à explorer. Donc ça, c'est indispensable pour moi. Ça, je ne peux pas imaginer sur ce genre d'acteur ne pas voir le film avant. Et à plus forte raison, un film de Cronenberg qui va être très complexe, très fouillé, et où il y a une sorte d'architecture qu'il faut essayer dont il faut essayer de s'imprégner, peut-être. Donc après ça, moi ça va décanter, je viens de le voir, et puis après on va travailler. Et c'est quelque chose... Ça te prend combien de temps, ça prend combien de temps pour faire un film comme ça, le prochain film de Mortensen, là, ça va te prendre combien de temps quoi? Alors là, ça dépend aussi de la longueur du film. Je crois que celui-là est assez long, je crois qu'il fait presque 2 heures, il me semble. Ça va prendre au moins une semaine. En ce qui me concerne, alors... Ce qui est pas simple, c'est qu'aujourd'hui, avec les conditions qu'on connaît, sanitaires, même si elles s'assouplissent, on est quand même souvent en solo. Et on s'enregistre à part. D'autant plus que là, la star partenaire, c'est Léa Seydoux. Donc, en général, les stars aussi s'enregistrent à part. D'accord. C'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas. Donc, on s'habitue, ça c'est encore un défi, à jouer tout seul et à imaginer la présence, la réplique de l'autre, s'en imprégner, répondre à ça, s'adresser à l'autre. Tout ça, c'est des défis qu'on n'imagine même pas, parce qu'il y a l'environnement sonore, il y a plein de choses dont il faut tenir compte en étant tout seul dans un studio silencieux. Alors, ton actualité, on pourrait parler des heures, mais je vois que le temps passe. Ton actualité, en ce moment, tu es à l'affiche du Jean-Jacques Hano. Ce film magnifique de Jean-Jacques Hano qui a aussi nécessité un tournage exceptionnel. Tu joues le rôle du colonel Roland. Quel est ton meilleur souvenir sur ce tournage? Parce qu'il était vraiment, techniquement, c'était vraiment très fort, d'après ce que j'ai pu voir, lire et entendre. C'était... le plus fort, alors d'abord, c'est la rencontre avec lui, parce que c'est un homme C'était ton premier film avec Jean-Jacques Hano? Oui. Et vraiment, la rencontre a été merveilleuse, parce que c'est quelqu'un qui rencontre les acteurs, et qui s'intéresse aux personnes. Donc on a parlé complètement autre chose, et ça l'a beaucoup intéressé, plein de choses personnelles, etc., qu'il avait envie d'aborder. C'était très étonnant et très chaleureux. Et j'ai très vite senti, après avec
scénario que c'est un film à la gloire des pompiers quand même, des jeunes qui se lancent comme ça à l'assaut de quelque chose d'extrêmement dangereux. Et ce qui était fou, c'est qu'il m'a confié ce seul gradé. Chez les pompiers, vous savez, il y a la base et il y a l'état-major, et c'est comme à l'armée, c'est-à-dire qu'eux, ils font les Saint-Cyr et compagnie, donc ils sont dans le commandement, et eux ne vont pas toujours sur le terrain, rarement. Et là, c'est un colonel qui incarne celui qui se soucie évidemment de ses hommes, de ses gars, et pour qui les hommes valent de toute façon plus que la pierre. Donc, c'est un dilemme, c'est quelque chose qui le zèbre complètement, qui le sidère par l'ampleur de l'événement. Et c'était très fort d'incarner ça. J'étais heureux d'être aussi dans cet élan. C'est pas tous les jours qu'on a c'est un film à la gloire de ces pompiers qui risquent leur vie. On vit au quotidien, et moi je parlais beaucoup avec eux. Ça m'intéressait énormément. Évidemment, on devait les incarner, donc quand même, c'est la moindre des choses. Et ils disaient, nous, on est dans la misère tout le temps. Hein, on a les pieds et les mains dedans. C'est notre vie, on l'a choisi, on sait que c'est ça. Et c'est admirable, quoi. Et ils risquent leur vie. Donc c'est complètement dingue. Donc un film qui soit à leur gloire comme ça, je trouvais ça. J'étais fier, tout simplement fier d'y participer. Donc voilà, j'essayais vraiment d'être à la hauteur de ça, parce que nous, c'est la fiction et eux, ils le font en vrai. Donc ça, faut quand même pas l'oublier, le perdre de vue. Et puis il y a eu d'autres après, voilà, tournages, oui, qui se sont passés. Alors ça, c'est aussi ma joie d'avoir plusieurs occasions de revenir à l'image. Il y a eu le film de Cédric Jiménez, Novembre, avec une très grande star, Jean Dujardin, Sandrine Kiberlin, etc. Plein. Il y a une star au mètre carré dans ce film. Donc là, voilà. Et là où j'ai un personnage très, très fugace, j'étais très bien entouré, des gens comme Luc-Antoine Diquero, etc., que j'adore, des gens de théâtre, Christian Benedetti, Jean-Yves Berthelot, tout ça, qui sont des gens, on avait très peu de textes, mais on avait des présences qu'ils voulaient, évidemment, très intenses pour être présents dans ces scènes du fumoir au ministère de l'Intérieur, avec ce drame et l'intensité qu'il fallait avoir par rapport à quelque chose qui dépasse l'entendement. Et là, on a une responsabilité aussi énorme, c'est pas simple. Après ça, il y a eu une rencontre qui a été, des essais qui ont été fructueux. On en passe toujours, on continue. Ouais. Donc là, c'est pour Les Petits Meurtres, Agatha Christie, avec cette super production, Escazal, Sophie Révy, c'est des gens qui ont envie, ça existe, donc de faire les choses au mieux, que tout se passe au mieux, que tout soit au service de l'œuvre. Et d'ailleurs, c'est très aimé, les gens adorent ces programmes, donc c'est pas un hasard non plus. Et donc, j'ai joué dans un épisode qui est consacré aux extraterrestres dans les années 70, donc c'est assez exaltant, avec Émilie Deleuze, s'il vous plaît, donc pas n'importe qui. Et puis il y en a eu encore une incursion dans le dernier film de Jean-Paul Salomé, avec Isabelle Huppert, entre autres, et Yvan Attal, etc., et plein de gens, où je fais un grand méchant dans le film. Donc ça, c'est pour les actus images. Parce qu'il n'y a pas que il n'y a pas que la voix. Puis la voix, il y aurait aussi encore. Oui, parce que aussi maintenant tu fais des livres aussi. Tu as prêté ta voix. Alors nos auditeurs connaissent bien ce livre. C'est Miracle Morning. C'est Bernard. Voilà. Quand vous l'écoutez sur Audiolib, c'est Bernard qui l'a lu. Les jeux vidéo aussi. Sophie Loubière. Oui, Sophie Loubière. N'oublions pas. Sophie Loubière, c'est elle qui a voulu que ce soit. Moi, ça c'est profondément touchant quand les auteurs, moi je m'incline très bas, qui ont cette imagination, ce style remarquable auteur, et qui a eu envie que ce soit moi pour m'avoir entendu et m'avoir dit des choses incroyables sur ce qu'elle entendait. Et on peut lui faire confiance parce que c'est une femme de radio, elle connaît parfaitement ça. Elle a en plus les deux casquettes. Et la fiction à la radio qu'elle connaît parfaitement. Voilà. Oui. Donc il y a les livres audio, les polars, etc. Alors, je renvoie nos auditeurs à l'épisode avec Sophie Loubière, vous verrez. Ils font bien combo tous les deux, il est très intéressant aussi, plein de sensibilité aussi. Et oui.
Et il y a, et puis je tiens à le dire parce que j'adore ça, la radio qui tient une place très importante dans ma vie, notamment France Culture, où je travaille depuis 30 ans. Là aussi. Beaucoup d'émissions, des fictions. T'as fait des fictions, oui. Ça y est, il y en a eu beaucoup, des tas d'émissions où j'ai pu être lecteur. Affaires sensibles. Voilà, tout ça, notamment Pygmalion, là, qui s'intitule 22 millions, là, notamment des choses, des dossiers, très belle émission aussi sur Bérégovoy. Alors ça, il y a plein de fils qui se recoupent parce qu'il y a François Luciani, qui est quelqu'un que j'estime beaucoup, qui est un réalisateur, qui est aussi scénariste et qui a écrit tout ça, que je retrouve à la radio. On s'était rencontrés pour des projets à une époque. Il y a et puis là les chemins de la philosophie, donc animé par Adèle Van Rett, où je suis fier d'être un des lecteurs. Ça aussi, c'est pour la vie de l'esprit, c'est quand même un cadeau aussi de pouvoir, un défi, parce que c'est pas des textes qui sont faits pour être dits, souvent la philo, donc faut quand même, c'est des défis à relever pour que ce soit clair, audible, quand c'est pas fait pour spécialement. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis évidemment, le livre audio. Alors comment est-ce que tu fais pour gérer ton énergie? Parce que quand on voit tout ce que tu fais, on se dit mais comment fait-il? Voilà ce que je te dis d'ailleurs tout à l'heure quand je t'ai croisé, t'es arrivé, je te dis écoute, je me pose la question, comment est-ce que tu fais pour gérer ton énergie, pour pallier tout ça, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de travail derrière. Alors oui, puis il y a beaucoup de travail en amont. C'est-à-dire que moi je peux pas arriver pour un livre audio et ne pas l'avoir lu, c'est impossible de le déchiffrer. Donc déjà il y a tout ce travail en amont qui est très important. Et puis dans le sens, il faut quand même du temps pour lire quand c'est des fois des pavés de 500 pages. Il faut les lire avant et être à la hauteur et être énergétiquement effectivement en forme. Alors, le moteur, c'est la passion. Ça aide quand même pas mal. La règle numéro 1, c'est d'être en bonne santé. Parce que là, quand même, on est comme des grands sportifs. En fait, on est des marathoniens de l'énergie. Ouais. Alors qu'en plus, on enregistre le matin, qu'on répète l'après-midi, qu'on joue le soir et qu'on case. Alors, à la fois... c'est pas l'idée d'être une espèce de staccanoviste et de fuite en avant dans le travail, etc. Mais c'est vrai que quand on vous propose des choses intéressantes, on a envie de dire oui. Donc moi je réponds aux demandes qui me sont faites. Tu m'as dit tout à l'heure quelque chose qui m'a interpellé, c'est comment on fait pour durer, puisque c'est vrai que j'ai commencé à 16 ans, maintenant je vais en avoir 60 l'année prochaine. C'est des questions que je me suis posées très tôt. Et je l'ai entendu de beaucoup d'acteurs qui me disaient le principal, c'est déjà une forme de succès de pouvoir durer. Donc c'est des choses que j'aimerais. Déjà, c'est d'essayer de devenir un être humain, parce que quand on est centré sur l'ego, ça s'épuise très vite. Et essayer de développer des valeurs de vie, de comportement, de perfectionnement intellectuel, sensible. Voilà. Après, il y a tout le côté pratique, c'est-à-dire que je fais attention. C'est-à-dire que si je dois beaucoup travailler, à 20 ans, je pouvais faire la nouba toute la nuit, pas maintenant. Ouais. Donc je fais très attention, comme les sportifs, je vais me coucher tôt, je fais très attention à ce que je mange. Donc je suis végétarien systématiquement quand je travaille. C'est pas la même énergie, je le sens tout de suite. J'ai beaucoup plus d'énergie quand je suis végétarien, donc ça les fait réfléchir. Maintenant c'est un choix aussi par rapport à tout ce qu'on vit qui me semble urgent, parce que là c'est très grave ce qui se passe, voilà. Donc, j'ai pas envie de cautionner l'élevage industriel et la destruction totale de notre environnement. Donc, il y a, comme par hasard, ça va avec la santé. Tout ça est complètement interdépendant. Donc, je fais très attention, effectivement. J'ai plein de choses que je peux lire. Alors, le chant m'aide beaucoup. Pour les 30 années de chant, enfin, les 25 ans de chant m'aident beaucoup pour on va dire, la pratique de la voix, l'usage de la voix, et sentir quand je commence à fatiguer, forcer, et surtout pas pousser. Donc ça déjà c'est important, parce que quand on arrive à faune, c'est quand même
compliqué. Et c'est aussi, alors avec le temps, comment aussi on arrive à faire tout ça, c'est qu'avec le temps, il y a un tri qui se fait. C'est-à-dire que la chance que j'ai par les choix que j'ai fait, dont on parlait, c'est que maintenant, on me propose des belles choses et que c'est assez ciblé, que dans le temps, je suis pas non plus constamment débordé du matin. C'est vrai qu'il y a une époque, il y a 20 ans, alors sur un certain type de films et de registres en doublage, il y a un moment, il y avait 2 films par semaine, je sais pas quoi, où j'étais du lundi jusqu'au samedi soir à faire des super films. D'ailleurs, c'était pas la question, mais il y avait un moment, je dis, il faut absolument que je trouve de l'espace pour les pièces, etc., pour le reste, parce que ça aussi c'était important. Mais il fallait aussi être du point de vue de l'énergie à la hauteur. C'est une chose qui est pas anodine. Puis je fais beaucoup de sport, en tout cas je fais beaucoup de vélo, tout ça, de marche dès que je peux. Oui, tu me disais que tu faisais du vélo. La dernière fois, tu m'as dit je suis en vélo. Je me souviens quand je t'ai appelé. Merci beaucoup. On pourrait passer des heures à échanger avec toi. Le format de l'émission est ce qu'il est. 2 questions. La première, c'est quel livre recommanderais-tu à nos auditeurs s'il y en avait un à leur recommander? Lequel serait-il? Alors, 2, c'est pas possible. Hein. Ah si, bon, bien sûr. Le premier qui me viendra à l'esprit, mais il a été multiprimé, donc c'est le premier qui me vient à l'esprit, c'est Le Sympathisant, que j'ai enregistré en livre audio, non pas pour inviter à l'écouter en livre audio, mais pour le lire, parce que c'est une splendeur et d'une très grande force. Il a eu le prix Pulitzer et plein. Il s'appelle Viet Thanh Nguyen, donc ça c'est exceptionnel. Et un livre exceptionnel d'une autrice qui s'appelle Christelle Wurmser, qui s'intitule « Même les anges ». Et ça, j'ai la chance de la connaître, parce que c'est une actrice, au départ, une actrice formidable, que j'avais vue moi à l'époque dans Marie Tudor, Hugo, etc., avec laquelle j'ai travaillé. Je joue Agrippine dans Britannicus, tout ça. Donc, on a travaillé ensemble. Et après, dans le doublage, c'est devenu quelqu'un aussi qui dirige magnifiquement. Et qui écrit, qui a beaucoup adapté pour la radio aussi, qui a écrit pour la radio aussi. Et ça, c'est une splendeur. C'est une très grande force. Et c'est vraiment exceptionnel pour moi, dans les découvertes. Merci Bernard. Dernière question, qui me recommanderais-tu d'inviter à ce micro? Alors il y a plein de gens. Il y en aurait plein, c'est ça qui est question piège. Oui, je sais. En plus, je te l'avais pas dit à l'avance, en plus, je te prends un peu au dépourvu. Faudrait que je vous envoie... Voilà, si une idée te vient, n'hésite pas à me la communiquer. Ah oui, avec joie, parce que il y en aurait beaucoup et il faudrait que je... Ouais. Bon. En tous les cas, merci infiniment d'avoir pris le temps. On a fait une émission, une belle émission, un peu plus longue que d'habitude, mais on n'a pas vu le temps passer. Donc merci infiniment d'être venu pour nos auditeurs. Merci d'avoir pris le temps de nous avoir parlé de ton métier, de ce que tu fais, de ce que tu es. Voilà, je te souhaite une excellente continuation. Le mot de la fin te revient. Voilà, si tu as envie de faire passer un message, lequel serait-il? Une phrase de Gandhi, devenez le changement que vous voulez voir apparaître. Merci beaucoup. J'adore Gandhi en plus. C'était le mot de la fin. Merci à tous de votre fidélité. À très bientôt. Au revoir Bernard. Au revoir, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager. Pensez aussi à nous soutenir en mettant une note, un commentaire et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Vous trouverez les liens liés à cet épisode dans la description. À la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre. Stick it up, I feel.